Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons terminer notre présentation de l'introduction des particules identiques dans le formalisme. Plus exactement ici, nous allons introduire le spin dans le formalisme. Alors, ce ne sera pas une très longue vidéo, elle est un petit peu technique mais pas très difficile à comprendre, et c'est surtout pour être complet. Alors, quand on a une particule de moment angulaire de spin S, on peut définir ce spin tel que S carré commute avec toutes les variables dynamiques, telles que l'impulsion, l'hamiltonien bien entendu, auquel cas le spin est une constante du mouvement et S carré peut être remplacé par S fois S plus 1 H bar carré. Ce sont ses valeurs propres. On l'a vu, une particule de spin 1,5 est un fermion, une particule de spin entier est un boson. C'est le théorème spin statistique. Revoyons un peu, en ce qui concerne les particules composées, tout agrégat de particules. Donc un agrégat tel que qui est lié, les particules sont liées ensemble, il est stable, et son énergie, les énergies en jeu sont suffisamment faibles pour ne pas exciter cet agrégat. Donc il est dans son état de base, et tel quel, il se comporte comme une particule en soi, avec une certaine structure interne, mais toujours identique puisqu'elle est dans son état de base. Alors disons que l'agrégat est composé de N particules de spin 1,5. On pourrait mettre des 3,5, 5,5, etc. Ça ne changerait pas grand-chose au raisonnement. On va supposer aussi qu'il y a un certain nombre, on va dire X, de particules de spin entier. Et les particules dans l'agrégat peuvent être en mouvement, avoir un moment angulaire orbital, interne, dans l'agrégat, un peu comme les électrons autour d'un atome. Donc, il peut avoir un moment orbital. Le spin total est le résultat de la combinaison de tous ces moments angulaires, donc le moment angulaire total. Et pour les particules de spin 1,5, la règle du triangle nous dit que le spin total peut varier par part entier entre 0 et n,5 si n est pair, ou entre 1,5 et n,5 si n est impair. Dans ce cas-là, si n, le nombre de particules de spin 1,5 est pair, alors la particule a un spin entier, elle est un boson. Et si le nombre de particules est impair, le spin total est demi-entier et c'est un fermion. Alors, le moment orbital, nous l'avons vu, il avait un comportement vectoriel. Donc, soit il est 0, il est nul, donc il donne une contribution moment angulaire de 0, soit il a un moment angulaire correspondant à un spin 1. Il est vectoriel. Donc, les particules de spin entier et le moment orbital ajoutent un certain nombre entier au moment angulaire total. Ça ne fait que décaler, augmenter le spectre des valeurs possibles, mais puisqu'on rajoute un nombre entier, ceci reste un nombre entier, et ceci reste un nombre demi-entier, qui peuvent avoir plus de valeurs possibles, mais toujours entier et demi-entier. Donc, le moment orbital interne à l'agrégat et les particules de spin entier qui composent l'agrégat ne changent donc pas le spin total de la particule et le fait qu'elle est un boson ou un fermion. Un exemple, c'est le proton, qui est composé de 3 quarks, qui sont 3 particules de spin 1,5, et d'un certain nombre de gluons qui font le lien par interaction, c'est l'interaction forte, l'interaction nucléaire entre les quarks,
De plus, on sait, grâce au calcul, que la composante du moment orbital est assez importante. Donc, mais le gluon, tout comme le moment orbital, donc, sont des particules de spin 1. Et donc, on a 3 quarks, on est dans le cas impair, et donc, le proton est un fermion. Et l'agencement des quarks est tel que son spin est de 1,5. Comment représenter le spin d'une particule ou d'un agrégat dans le formalisme? Alors, on sait que la fonction d'onde, c'est une fonction qui donne un nombre à chaque coordonnée x, y, z. Donc, en chaque point, on a un nombre d'amplitude en chaque point. Mais à cela, on doit ajouter le spin. Le spin, qui peut prendre, on va noter sa valeur U, selon la valeur de m, du nombre quantique m, la composante Sz, peut prendre S fois S plus une valeur. Pardon. Peut prendre 2S plus une valeur. On peut voir ça comme une coordonnée de spin. Alors, elle est plus simple que la coordonnée position, puisque les coordonnées position, c'est il y en a un nombre infini continu. X, Y, Z peuvent varier d'une infinité de manières différentes, tandis que les coordonnées de spin sont en nombre fini. 2S plus une valeur. Donc, en chaque point de l'espace, on doit spécifier 2S plus une valeur pour les coordonnées du spin, pour les différentes combinaisons des états selon M. Et on peut les représenter comme un vecteur colonne, donc une matrice colonne avec les différents nombres. En général, on choisit une base qui sont des fonctions propres de J carré et de JZ, plutôt de S carré et de SZ. Donc, du moment angulaire, du carré du moment angulaire total et du moment angulaire selon une direction Z privilégiée. Par exemple, pour S égale 3,5, on va dire qu'en chaque point, on choisit comme vecteur de base, pour V, donc une fonction V de 3,5 va être écrite 1, 0, 0, 0. V de 1,5 pour 1,5 va être écrite 0, 1, 0, 0. Pour moins 1,5, ça va être 0, 0, 1, 0. Et pour moins 3,5, ça va être 0, 0, 0, 1. Et donc ça, ce sont les états de base pour la partie du spin. Et bien entendu, pour une fonction d'onde quelconque, on aura une combinaison quelconque des états de base. Donc en chaque point, on aura 4 nombres quelconques. Notons que pour des raisons pratiques, quand on a plusieurs particules, pour des raisons pratiques, on classe souvent les fonctions propres, on classe souvent les fonctions possibles comme des fonctions propres de S1 plus, etc., plus Sn pour les n particules au carré, et S1Z plus S2Z, etc., plus SNZ. Donc, les différents opérateurs moment angulaire de spin de chaque particule. Alors ça, c'est pas S carré. C'est souvent plus... La relation n'est jamais directe. Et c'est une représentation qui est souvent utilisée. Alors, voyons un exemple. Avec l'électron. Alors, pour l'électron, son spin est 1,5. Donc, les deux fonctions de spin de base seront 1, 0 pour V égale 1,5. Et pour moins 1,5, ce sera 0, 1. Ensuite, on va classer ça
comme des fonctions propres de S1 carré plus S2 carré et de S1Z plus S2Z. Alors je ne vous donne pas le détail du calcul, je vous donne le résultat. Le calcul n'est pas très compliqué à faire en réalité. Il faut jongler un peu avec les matrices de Pauli et les valeurs propres du spin total, du spin selon Z, et utiliser ces relations-là. Ça nécessite quand même un peu de jonglerie, donc inutile d'entrer dans ces calculs détaillés. Donc je vous donne le résultat. On obtient un état plus de valeur propre de h bar carré et de valeur propre pour S1Z plus S2Z plus h bar. On a un état plus moins plus divisé par racine de 2. Alors ça c'est pour la normalisation des états, tout simplement. Le racine de 2. Même valeur propre ici, et la valeur propre ici est 0. On a un état moins, donc c'est les notations abrégées. Hein. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous le préciser. Pour simplifier les notations, on utilise plus pour cet état-là et moins pour cet état-là. Donc plus, c'est deux fois ce vecteur-là pour les deux particules, puisqu'on a deux électrons. Et plus moins, c'est celui-là avec celui-là. Celui-là pour le premier électron, celui-là pour le deuxième électron. Donc moins, même valeur propre selon Z, H bar. Et enfin, plus moins plus, divisé par racine de 2. Valeur propre pour les carrés, ça fait 0, et valeur propre ici, 0. Alors, si on regarde ces trois états-là, ils se comportent à tout point de vue comme une particule de spin 1. Et celui-là, cet état-là, se comporte comme une particule de spin 0. Cet état, comme il est composé de trois états, est souvent appelé un triplet. Et celui-là est appelé un singulet. Vous les entendrez peut-être parfois, quand on parle d'état triplet ou d'état singulet. Ben voilà ce que c'est. Ce sont les combinaisons d'états qui donnent, pour deux particules de spin 1,5, qui donnent un spin 1 ou qui donnent un spin 0. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin ici avec le spin et le formalisme. C'est pas bien compliqué. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on a besoin de 2s plus un nombre en chaque point pour définir la valeur de la fonction d'onde pour une particule de spin S. Et voilà, donc nous avons introduit dans le formalisme tout ce que nous voulions. L'identité des particules, en choisissant les fonctions symétriques ou antisymétriques, et le spin. Et les deux sont liés, bien entendu, par le théorème spin statistique. Et nous avons un formalisme complet. La seule chose qui y manque encore, c'est la relativité. Je vous avais dit qu'il y avait 3 lacunes. La relativité, ça sera pour beaucoup plus tard. Contentons-nous pour le moment de la théorie classique dans le sens non relativiste. C'est déjà assez compliqué comme ça. Et nous avons donc, pour ce qui est de la théorie non relativiste, un formalisme complet. Donc nous allons pouvoir passer à autre chose. Donc, on quitte le spin en partie, parce qu'on reviendra toujours sur les aspects fermion-boson. Nous allons attaquer la physique statistique. Alors la physique statistique, c'est l'étude des comportements collectifs d'un très grand nombre de particules. Alors il y a une théorie de physique statistique classique, non quantique, qui est ancienne, qui remonte à Maxwell et Boltzmann, donc Maxwell, celui des ondes électromagnétiques, qui a donc contribué aussi à la physique statistique, en étudiant les propriétés des gaz, qui, avec Boltzmann, il a pu retrouver les propriétés des gaz ordinaires à partir
du comportement statistique, donc les probabilistes, d'un grand nombre de molécules, d'atomes de gaz, pour décrire le mouvement, les propriétés de l'ensemble. Et bien entendu, la mécanique quantique y ajoute son grain de sel avec ce qu'on appelle les statistiques quantiques, je les ai citées, Bose-Einstein, Fermi-Dirac. C'est là-dessus que nous allons creuser. Alors, pour ce qui est de la physique statistique, on la suppose toujours connue, mais bien entendu, ici, ce n'est pas nécessairement le cas, donc je donnerai toujours les informations nécessaires pour comprendre de quoi il s'agit. En particulier, dans la prochaine vidéo, nous allons introduire un outil qui nous sera très utile. C'est l'opérateur ou matrice densité. C'est un opérateur qui mêle à la fois les aspects de probabilité quantique, qui sont un indéterminisme intrinsèque aux objets, et l'incertitude statistique, c'est-à-dire le fait que l'on ignore le détail des systèmes et qu'on l'on décrit alors par des probabilités et des statistiques classiques. L'opérateur densité permet de combiner l'ensemble. L'opérateur densité est fondamental en physique statistique. Il intervient aussi à plusieurs autres endroits de la mécanique quantique, donc nous aurons l'occasion de le rencontrer régulièrement dans toute cette série. Je vous remercie.